Comment se porte la consommation des Français? Quelles grandes tendances se dégagent? Et quel est le rôle des marques pour les convaincre? On va essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui avec Hervé Bonnet, directeur de l'Institut d'études Moaï. Bonjour Hervé, tu vas bien? Bonjour Thomas, ça va? Merci et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. Hervé, tu es directeur de Moaï, l'Institut d'études du groupe The Lynx, et tu viens nous parler de l'Explorateur, donc un baromètre annuel qui vient détailler les tendances de consommation. Est-ce que peut-être tu veux présenter ce baromètre? Donc effectivement, c'est un baromètre, annuel qu'édite, Moaï, pour accompagner les marques sur la compréhension des enjeux de la consommation des Français. L'histoire a commencé en 2019 où, on a vu arriver, l'émergence, des sites de seconde main comme, Vinted et compagnie et on s'est dit: «Bah tiens, peut-être que la consommation va évoluer assez rapidement» et donc on a mis en place une première étude pour comprendre un peu, les attentes et envies des consommateurs français et puis, est arrivé le confinement, la covid et donc on a vu des changements de comportement très très importants. Donc on avait pris la décision de rendre ce baromètre annuel et c'est passionnant de voir comment, la consommation et les habitudes de consommation évoluent très rapidement dans le temps et c'est tout l'intérêt d'une logique barométrique et de regarder dans le temps comment ça évolue. Mhm. Donc forcément, c'est des choses que je regarde de près et qui Mmh. intéressent aussi beaucoup tes clients, surtout que c'est des données qu'on peut retrouver chaque année. Est-ce que justement cette chronologie donc de 2019 à aujourd'hui, tu souhaites, la retracer dans les grandes lignes? Alors on va aller rapidement parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder ce qui se passe en 2025 mais rapidement, oui, effectivement, donc 2020, donc une année très particulière avec la covid et donc des consommations qui sont, totalement, impactées par, le contexte, d'organisation même de la consommation. Et puis en 2021, avec la sortie de la pandémie, on a vu une émergence très forte, du lâcher-prise, de l'envie de profiter, donc une consommation qui était très orientée autour du loisir au détriment, de l'alimentaire. Et puis, en 2022, on avait évoqué l'arrivée de l'égocentrisme dans la consommation puisque 2020-2021, il y avait encore j'allais dire cette dynamique de la covid, mais c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, on était porté vers l'autre et à partir de 2022, on se recentre sur soi-même en disant: «Bah, je vais profiter, ma consommation, c'est pour me faire plaisir moi-même». Et puis 2023, bah, c'est l'année de l'inflation et là, on passe d'un mode de consommation, choisi à une consommation subie qui va venir totalement changer les habitudes et très particulièrement dans l'alimentaire, hein. C'est le c'est le début de la fin du monde, remplacé par la fin des mois. Et puis, 2024 va pouvoir poindre, arriver des notions d'ambivalence. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette notion de consommation, contrainte, subie, notamment sur une partie des Français, mais en même temps, d'autres se disent, bah, que voilà, le retour même si l'épargne est toujours présente, la volonté d'épargner était toujours présente, il y avait la volonté de quand même de se donner un petit peu de souffle, un petit peu d'air et de reprendre plaisir. Mais ça concernait qu'une partie de la population qui pouvait se le permettre. Ouais. Une sacrée métamorphose en quelques années, on le voit, même si, on va y venir, il y a quand même des grandes tendances, il y a des grands drivers ici au travers de la consommation. Sans plus de suspense, est-ce que tu veux nous dire donc ce que l'explorateur, nouvelle cuvée nous Mmh. nous nous donne, nous informe? Alors 2025, c'est, l'année, où le consommateur s'assume et assume toute son ambivalence et tous ses paradoxes. Ça, c'est vraiment l'enseignement majeur de cette année 2025 et on va le voir sur plein de sujets, il y a vraiment une ambivalence assez importante et pour nous observateurs et je me dis aussi pour les marques, parfois ça touche limite, à la schizophrénie tellement c'est compliqué de comprendre des sujets tellement des injonctions paradoxales qui arrivent, en permanence dans la façon dont se comporte, le consommateur français. C'est vraiment l'enseignement majeur qu'il faudrait retenir de 2025 avec, tout ça, c'est sous-jacent sur la notion de, le retour à l'envie de consommer parce que, heu, bon, toutes les études le montrent, hein, le contexte, économique fait qu'il y a quand même ce souci de l'épargne qui est toujours présent, mais tout en étant présent, hem, il y a cette volonté quand même de trouver des portes de sortie, des moments de respiration pour se faire plaisir. Donc en fait,
La contrainte économique, socio-économique vis-à-vis du consommateur français se desserre légèrement. On le verra, ça ne Mmh. concerne pas forcément tout le monde, mais c'est quand même ça en moyenne et que, on cherche à se faire plaisir même si le contexte, ambiant est quand même stressant et est Oui. inquiétant, hein, parce que, la première forte ambivalence qu'on pourrait relever, c'est que dans notre étude explorateur, dans un côté macro, il y a un pessimisme ambiant qui est très présent. Il y a un chiffre, moi, qui m'a énormément surpris, c'est que 8 Français sur 10 disent que ils peuvent envisager l'arrivée d'une guerre en Europe à moyen terme. C'est plus quelque chose, un Mmh. sujet qui est tabou, donc c'est évidemment sujet à énormément de stress. Et en même temps, c'est en 2025 où, lorsqu'on leur pose la question par rapport à eux-mêmes, est-ce qu'ils sont satisfaits de leur niveau de vie? C'est l'année où on a le plus fort taux de Français qui se disent satisfaits de leur niveau de vie. 63 aujourd'hui des Mmh. consommateurs disent que, voilà, leur niveau de vie à titre personnel est d'un niveau satisfaisant. Donc il y a voilà, ce côté micro-macro qui est très Mmh. différent et qui, a résume bien cette notion d'ambivalence et qui va conduire plein de comportements, paradoxaux. Oui, et j'ai le sentiment aussi que c'est beaucoup plus, accepté. C'est-à-dire, bah, quand tu refaisais l'historique, en Mmh. effet, on le voyait déjà un peu l'année dernière, ces tensions étaient sans doute là, assez fortes, mais étaient vécues un peu plus difficilement, là où finalement, c'est presque une nouvelle habitude et j'ai l'impression que ça y est, quoi. Tout le monde est un petit peu en paix et assez décomplexé avec, bah, avec les paradoxes, qu'on a tous entre, d'un côté, les aspirations et la réalité de la consommation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est plus si exceptionnel, et qui devient, bah, qui devient une nouvelle norme. Oui, c'est-à-dire D'être en effet ce consommateur et même mmh, sans doute même un peu plus que ça, mmh. d'être cet être aussi ambivalent. Oui, alors c'est vrai que c'est beaucoup plus assumé qu'avant. C'est-à-dire que dans nos différentes précédentes enquêtes, il y avait des éléments où on sentait une certaine retenue dans la façon de déclarer des choses. Et là, Oui. aujourd'hui, on assume des choses, on assume qu'on a envie de se faire plaisir. On verra que ça passe par des actes d'achat qui ne sont pas toujours très vertueux, pour la planète ou pour la société, mais c'est Mmh. c'est c'est assumé. On a, voilà, cette envie de respirer, elle est présente, elle est même, parfois enfin, même certainement nécessaire. Je pense qu'elle est en partie Mmh, nécessaire, ouais. mmh, C'est-à-dire que cette inutilité, de la consommation est en partie mmh, utile sur un moment aussi anxiogène que celui-ci. mmh, On a besoin de ça justement, le terme est sorti de consommation doudou. mmh, Alors, il y a quelque chose d'un peu infantilisant dans ce terme-là qui me convainc pas tout à fait, mais je pense qu'il raconte ça, qu'il raconte en effet un besoin un peu de réconfort et on le voit, tu le disais, sur des produits qui sont en effet, pas toujours les plus vertueux pour notre environnement, pour le vivant, pas toujours aussi le plus vertueux pour soi, hein. On le voit mmh, sur de la conso alimentaire, alimentaire. ouais. Voilà, il y a quelque chose, il y a un besoin ici sans doute un peu de compensation, qui apparaît dans la consommation et l'envie de consommer, elle est aussi, Mmh, elle semble aussi portée par ça, ce qui est quand même ce qui dit plein de choses, je trouve, à la fois de notre consommation et de notre époque, d'ailleurs, ce besoin de profiter d'un certain hédonisme tant qu'on le peut. mmh, Bon, toute cette réalité et c'est l'une des clés quand même que propose, l'explorateur, c'est bien sûr d'avoir, beaucoup de statistiques pour ceux qui mmh, auront accès à l'étude complète, bien sûr, pour avoir tout le niveau de détail et de précision, par âge, par genre, par CSP et autres. Mais se dégage surtout comme clé de lecture, 6 grands profils, 6 grands personas, qu'on suit d'année en année alors qu'on a eu un léger, c'est un peu évolué. refresh l'année dernière. Il y en a un qui porte mon nom désormais. Mais on garde quand même toujours, on les suit un petit Mmh, peu et c'est à travers eux mmh. aussi, à travers leur histoire, qu'on comprend un peu mieux cette grande métamorphose. Est-ce que tu veux nous les présenter rapidement? Ouais, alors, rapidement, hein, pour pas que ce soit trop fastidieux, mais effectivement, derrière ces propos introductifs, il ne faut pas imaginer, que la situation, elle est, comme je disais, 63 des Français qui trouvent, que leur niveau de vie est satisfaisant. S'il y a bien une statistique sur laquelle il y a de fortes disparités, c'est celle-ci. Enfin, il ne faut pas non plus rendre la situation plus rose qu'elle n'est pour un certain nombre de Français, de consommateurs. Oui. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une lecture aussi différenciée, sortir du chiffre global, moyen, pour aller dans le détail. Donc nous, on a effectivement catégorisé les Français en 6 groupes au regard de leur comportement de consommation, de leur appétence aussi à changer leurs habitudes de consommation et puis de leur réel pouvoir d'achat. Est-ce qu'ils peuvent réellement aussi le faire? Parce qu'il y a les envies, puis il y a le quotidien et la réalité qui rattrapent. Ouais. Donc si on devait dresser le portrait très rapidement de ces 6 Français-là, la première, c'est Élisabeth.
c'est la consommatrice engagée, donc plutôt sur un niveau de vie satisfaisant et l'ensemble de son comportement de consommation et elle le met en cohérence avec ses convictions. Donc des convictions qui sont, plutôt en phase avec la RSE, donc elle va travailler sur, dans ses actes de consommation sur le développement durable, sur le local, sur le bio, donc elle est quand même sur un niveau CSP un peu plus Mmh. urbaine et elle a les moyens d'assumer ses convictions, C'est je ça, dirais. et Voilà. c'est et ce qui se fait rare par les temps qui courent, mais il y en a encore, c'est notre profil Élisabeth, donc elle a les moyens Voilà. d'être droit dans ses Mmh. bottes. Et totalement à l'opposé, il y a Colette. Colette, c'est celle qui souffre du contexte inflationniste, qui est vraiment la personne financièrement contrainte. Elle se caractérise par un niveau de revenu qui est relativement faible et surtout un niveau d'insatisfaction et de elle vit la contrainte du quotidien, de façon très importante, hein. Quand je disais que 63 des Français sont satisfaits de leur niveau de vie, chez les Colette, c'est un tiers. Donc on n'est plus du Ouais. tout sur le même niveau. Donc elle, ces changements sont la conséquence de ces contraintes. C'est-à-dire qu'elle a été obligée de s'adapter dans son comportement de consommation, mais c'est pas un choix, c'est totalement subi. On est dans la continuité de ce que la plupart des Français ont vécu en 2022. Eh bien elle, en 2025, elle est toujours dans cette, situation-là. Donc plus de marques distributeurs, elle se retourne vers le discount, voire même sur les produits Ouais. périmés. Voilà, et elle fréquente le marché en fin de journée pour collecter un petit peu de compléments de repas. Voire Hem, même pour certaines de ses collègues. Alors peut-être qu'il y a d'ailleurs c'est disons qu'il y a 1/7 des Français qui sont sous le seuil de pauvreté, donc qui sont presque hors du champ de la oui. consommation ou en tout cas, justement flirtent avec un profil de Colette, c'est-à-dire de système D Mmh. et par différentes, consommations alternatives. Il y a aussi tous ces profils-là qui deviennent presque, en dehors du spectre finalement Oui, de qui sont de l'étude et qui deviennent de plus en plus importants. c'est pour ça qu'aujourd'hui, la proportion de Colette qu'on a dans notre étude, elle est nécessairement sous-estimée puisque, un certain nombre de Français sont sous les radars et ne répondent pas Oui. heu, à nos sollicitations et on les a pas et donc c'est là où interviennent les études, des organisations caritatives qui, elles, cherchent à les identifier. Donc là, j'ai volontairement, pour commencer, décrit 2 Tu as profils totalement, les 2 extrêmes. totalement opposés. Elisabeth et Colette de Élisabeth l'autre côté. et Colette de l'autre côté. Alors, à côté de Colette, je vais mettre, Constant. Alors Constant, c'est notre, immobilier, c'est monsieur Immobile, donc plutôt, un peu plus âgé. Lui, s'il ne change pas ses habitudes de consommation, c'est parce qu'il ne souhaite pas changer. Voilà, ça fait partie aussi des caractéristiques. Il n'achète pas par plaisir, mais parce que c'est un acte quotidien de la vie, c'est presque presque une contrainte, pas une contrainte financière, mais c'est pas à travers, la consommation, qu'il exprime, son bien-être Mmh. et son existence. Il est très, très peu, intéressé par les notions d'économie circulaire, voilà, c'est vraiment l'archétype de je garde ma consommation telle que j'ai toujours fait et ça représente 18 des Français, donc c'est pas non plus, Non, pour heu, pour lequel la mmh, consommation n'a pas aucun intérêt, mais un rituel, ouais, finalement, mmh, sans être particulièrement un moyen de se définir ou de s'épanouir. tout à fait, C'est vrai que voilà. Hem, Thomas, voilà, présent. voilà, présent. Thomas, c'est celui qui est toujours sous contrainte, mais dont les taux se desserrent. C'est vraiment hem, c'est notre persona qui va être le plus fluctuant au fur et à mesure des études parce que dès que ça va un peu mieux, bah, lui, il va changer ses habitudes et il va se faire plus plaisir. Si ça va moins bien, il va un petit peu, réduire la voilure. Donc lui, il a changé ses habitudes, un peu moins de voyages, il y va un peu plus sur la seconde main, en termes d'habillement, heu, mais ses achats restent quand même souvent contraints par rapport à sa réalité budgétaire. Donc là, c'est celui qui subit peut-être le plus de tensions. Oui, Ouais, ouais. justement entre ses aspirations ou sa consommation qui a encore Mmh. quelques années, pré-inflation Mmh. et celle qu'il est contraint d'avoir aujourd'hui, ouais. Ouais, exactement. Et puis, bah, il nous reste, mes 2 préférés presque, Clara et Eh Patrice. oui, il a ses chouchous, hein. Ouais, Mais il y a une raison bien aussi. on en reparlera tout à l'heure. Patrice, parce que c'est l'épicurien, on est sur de la CSP, plus, un
une proportion plus élevée de cadres, d'agents de maîtrise, revenu plutôt confortable, qui a eu des enfants, qui en a plus, donc qui est propriétaire, donc qui voilà, qui a un revenu disponible un peu plus important, qui va, consacrer une grande partie de ce revenu à de l'épargne, mais qui quand il le souhaite, peut se faire plaisir. Il n'a pas forcément changé sa consommation au quotidien de façon assez importante parce que, il fréquente le marché, il fréquente le primeur, il va quand même au supermarché, mais donc ça, il a continué à le faire. Il l'avait fait un peu plus au moment du covid, mais il a gardé ces habitudes-là. Mais par contre, de façon un peu ponctuelle, il peut aller chercher de la seconde main, il peut, aller, plutôt sur de la location plutôt que de l'achat. Enfin, ouais, il va être opportuniste sur les nouvelles façons de consommer, mais de façon très très spécifique, si on lui demande s'il va, par contre, voilà, il y a des réflexes, acheter un véhicule, il va pas passer par la LDD, la LLD ou la LOA, il va Mmh. plutôt vouloir payer comptant ou un crédit qu'il va le prendre traditionnellement Ouais. dans sa banque. Ouais, donc à ce titre-là, il y Mmh. a, il est pas aussi réfractaire qu'un Constant, mais il y a quand même certaines habitudes, Voilà, qui demeurent. qui demeure. Mais par contre, lui, il peut être intéressé par des marques qui vont communiquer, qui vont lui prouver que c'est peut-être intéressant de changer Mmh. sa consommation. Donc il va être sensible aux insights qu'il va recevoir de la part des marques. Et puis Clara, c'est la jeune militante. Je dis jeune parce qu'effectivement, c'est notre profil le plus jeune en termes d'âge, en un âge moyen de 30 ans, et donc militante, totalement décomplexée, qui assume totalement ses paradoxes. C'est elle qui va être la plus militante, qui dit vouloir, uniquement consommer des marques engagées, qui va avoir de l'importance heu dans un certain nombre hem, d'insights envoyés par les marques, donc elle va faire attention à ça. Mais en même temps, si elle a envie de se faire plaisir, et bien, elle va aller sur un site, de fast fashion, et acheter, la petite robe pour la soirée qui l'attend samedi soir, sans aucun complexe, voire même, à tel niveau que c'est le profil sur lequel on sent poindre un climato-scepticisme, un peu plus, présent, tout en étant engagé. Heu, Finalement, est-ce que, mon rôle, bah, elle se dit qu'au quotidien, Mmh. est-ce qu'elle a vraiment un impact, et que, voilà, finalement, c'est pas tant son acte de consommation qui va régir, l'évolution de la planète, mais c'est les marques auxquelles elle fait appel qui vont, Mmh. elle va déporter cette responsabilité-là. C'est vrai que ces profils et cette vision très extrême qu'on voyait, hein, déjà auprès des profils jeunes, donc de 18-29 ans, d'avoir à la fois, les plus militants, alors sur la pas que sur la cause écologique Mmh. d'ailleurs, hein, on peut aussi, Sur mais plein sur d'autres sur sujets. d'autres Mmh. sujets également plus progressistes, et d'avoir aussi les profils les plus extrêmes en matière de climato-sceptisme, et ce qu'on voit un peu plus récemment aussi d'ailleurs plus militants pour un projet, plus conservateur. Ça, c'est quand même un peu plus nouveau, et on voit d'ailleurs l'influence quand même aussi des États-Unis là-dessus. Bon, bah, les jeunes vivent un petit peu les 2 extrêmes, que ce soit en matière d'aspiration, et aussi quand même de consommation, qui fait que ce sont des profils d'autant plus compliqués, je trouve, là-dessus à traiter. D'autant plus quand finalement ces paradoxes sont pas juste des oppositions au sein d'une génération, mais sont presque des paradoxes internes. Mmh. Une seule et même personne peut vivre, c'est une tension, et peut supporter une tension aussi forte. C'est ça qui est important, en fait. L'étude de l'Explorateur 2025 montre bien ça. C'est-à-dire que oui, au sein même d'une génération, il peut y avoir des différences majeures au sein d'un même profil. Voilà, les Clara, elles ne sont pas présentes dans tous les univers socio-démographiques de la population d'une même tranche d'âge française, mais à l'intérieur même, voilà, d'une même personne, voilà, cette tension individuelle, elle est bien présente. C'est ça qui est un peu nouveau, qu'on avait moins les années précédentes. Ce qu'on voit aussi quand même comme un phénomène un peu plus général justement, c'est à quel point toutes ces aspirations, ces convictions écologistes, ou disons progressistes même dans l'ensemble, heu, décroît, et pas simplement pour des contraintes budgétaires. Ça pour le coup, c'est quelque chose d'un peu nouveau, là où j'avais le sentiment qu'on Mmh. voyait beaucoup d'actes, parfois aussi citoyens, et qu'on pourrait considérer comme plus de bon sens, sont en régression cette année. Oui. Alors, ce qu'on constate effectivement, on observe un recul de tous les gestes du quotidien, dédiés à la planète.
C'est-à-dire que, alors c'est toujours très présent et c'est des réflexes qui ont été pris, mais qui le sont moins qu'avant. On y fait moins attention, donc moins de tri sélectif, une moindre attention vis-à-vis du gaspillage alimentaire, mais aussi vis-à-vis de la société. Le recul des dons, que ce soit des dons financiers ou des dons, en matériel pour les associations, sont présents. On le voit dans les statistiques et dans notre explorateur, on pose la question et effectivement, cette intention de donner est en recul. Hem, on et donc ces convictions écologiques sont toujours présentes, mais on s'en affranchit plus facilement, pour, justifier d'un acte de consommation, pour justifier d'un comportement qu'on veut voir évoluer. Donc, en termes de consommation, ça se traduit comment? Donc, bon, il y a plein de littérature sur le recul du bio qui a été, très marquant en 2023-2024, qui reprend un petit peu Mmh. de couleurs en 2025, mais dans l'étude explorateur, c'est pas encore très flagrant. Le Les niveaux de consommation du bio tels qu'on l'avait mesurés en 2020-2021 qui se sont totalement effondrés ne sont se rep ça frémit un petit peu le départ, mais ça reste quand même très, très limité. Hem Et puis, donc moins de local aussi, et on fait moins Mmh. attention, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à la santé, à la composition des produits. Et donc, heu, c'est moins présent et en même temps, on dit qu'on va faire attention plus facilement à d'autres choses et qu'en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on déporte un peu la responsabilité. C'est-à-dire Mmh. que, ce qu'on a un des chiffres les plus en augmentation, c'est quand je vais consommer, je vais faire attention à l'emballage. Est-ce qu'il y a beaucoup d'emballage ou pas dans le produit que je vais acheter? Ça, c'est une notion qui est très fortement ressortie cette année et finalement, bah, l'emballage, c'est pas de ma responsabilité. C'est la responsabilité Mmh. de la marque, de l'entreprise auprès de qui, j'achète. Donc, on voit bien que sur plein de sujets comme ça, on déporte la responsabilité à l'autre, au pouvoir public, à l'entreprise et plus à soi. Ouais. Bah, on sentait bien ça arriver l'année dernière lorsqu'on avait échangé, on parlait de burn-out du colibri, donc le fait que justement ces consommateurs qui, par de petits actes souvent, mais finalement faisaient leur part, bon, bah, un petit peu cette dynamique avait tendance, à disparaître. J'ai un peu l'impression que c'est la conséquence, quoi. C'est finalement en effet, ces consommateurs attendent un changement, ont je pense, conscience que les choses doivent nécessairement changer, juste ils attendent que ça vienne d'ailleurs. Oui. J'ai l'impression que c'est aussi d'ailleurs ce qu'on a pu voir sur les tensions concernant les zones à faible émission, les Mmh, ZFE, tout à fait. sur lequel je pense qu'en effet, les gens sont pas contre la baisse de la pollution en réalité. C'est en tout cas ce que montre une majorité des études. En revanche, c'est le fait que ce soit à eux de porter et en plus là dans ce cas-là, Mmh. sans doute aux personnes qui ont pas les moyens de racheter un nouveau véhicule, le fait que ce soit à eux de porter cette charge et ces conséquences-là, les Français, les consommateurs sont pas prêts à ça, quoi. Le changement doit venir de l'État, des entreprises, des marques donc, Mmh. heu, plus d'eux. Oui, tout à fait. Ça semble quand même plutôt une nouveauté, C'est une ici. nouveauté, c'est vraiment finalement enfin la responsabilité, je dirais l'effort environnemental que je dois produire au moment de ma consommation, finalement je le déporte plutôt vers la fin et en disant: «Bah, finalement c'est de la responsabilité d'un autre, bah, de gérer la fin de vie du produit que je viens de consommer» et donc c'est plus à moi de le faire, c'est à l'autre, mais c'est qui l'autre finalement? C'est ça Mmh. toute la question et c'est intéressant de voir que ce système-là refonctionne également sur l'économie circulaire. Qu'on a Oui. ce même phénomène qui vient alimenter, heu, tout toute le toute la dynamique de l'économie circulaire. Et en effet, c'était très vrai sur la seconde main, qui est quelque chose qui est étudié très, très, dans l'explorateur. On a pu voir ces dernières années forcément une évolution assez forte, mais ce qui est pas toujours mesuré et ce sur quoi vous avez des données intéressantes sont les motivations. Oui. C'est-à-dire qu'on a j'ai l'impression on a souvent eu cette confusion de, finalement la seconde main et une consommation, engagée, alors qu'elle est au mieux une consommation qu'on peut considérer comme un peu plus vertueuse, même si elle a quand même des biais. En réalité, elle est une consommation simplement alternative, Mmh. qui s'est grandement généralisée et c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment elle se porte donc, cette année? Alors, oui, effectivement, alors, déjà comment elle se porte, effectivement, elle est très aujourd'hui, elle est très généralisée. On a posé un certain nombre de questions sur l'économie circulaire. Effectivement, on y passe pas mal de temps dans l'explorateur parce que, c'était comme je l'avais dit, c'était au départ ça qui nous avait motivés pour lancer le dispositif et c'est des habitudes de consommation qui nous intéressent, à analyser plus particulièrement. Donc aujourd'hui, 86 des Français disent qu'ils ont déjà eu recours au moins une fois à l'économie circulaire, à l'achat ou à la revente. Donc en fait, c'est
heu, 4 des Français qui achètent dans ce cadre-là et 66 qui ont déjà vendu. Et donc au final, ça fait 86 qui ont déjà, eu recours. Et ce qui est intéressant, c'est quand on leur demande pourquoi ils le font et quand tout à l'heure on disait que, ils assument et ils sont plus décomplexés qu'ils ne l'ont été, c'est que, les motivations pour lesquelles on met en place l'économie circulaire ont effectivement changé. Heu, la raison, je dirais du éviter le gaspillage qui était, l'élément mis en avant au tout début de notre é des premières éditions de l'explorateur est devenu plus la quatrième motivation pour laquelle on se met en place, dans on s'inscrit dans cette économie circulaire et donc c'est loin de derrière des volontés de vider son placard ou d'acheter à moindre coût, mais surtout la volonté de se faire tout simplement de l'argent. C'est maintenant la première motivation Ouais. pour l'économie circulaire, c'est d'assumer le fait que, bah, ça me permet de, alors sous couvert d'un peu de greenwashing, mais au fait, finalement, c'est juste un moyen de regagner du pouvoir d'achat et de le réinvestir dans la consommation. Beh, alors j'imagine que les tensions économiques, l'inflation des dernières années, tout ça joue, hein. Il y a en effet plus de tensions économiques qui fait que les gens ont besoin de ça pour, boucler tout simplement leur fin de mois. Et en effet, je pense que, tu vois, tu évoquais ce côté Mmh. greenwashing des individus. Je pense qu'il y a aussi ça qui évolue. Le fait que, bah, en effet, les gens sont tous plus honnêtes avec eux-mêmes, sont un Oui. peu plus Mmh. décomplexés sur le fait que oui, tant mieux si ça a aussi, si ça a des externalités positives sur, d'autres personnes qui pourront acheter moins cher et si ça leur évite d'acheter neuf. Mais ma vraie motivation, on peut se le dire, bah, c'est surtout que j'aurais envie de récupérer un peu d'argent. Mmh mh. Ce qui devait sans doute être le cas, mais j'ai l'impression qu'il y a Mmh. quelque chose de plus assumé là-dessus, mais même, même socialement. C'est-à-dire que c'est plus un tabou de se dire qu'on va pas acheter un truc parce que Mmh. quand même en vrai, c'est cher. Ou de là, en vrai, ce mois-ci, franchement ça tire un peu, on n'achète pas quelque chose. Je pense que pour certains, de toute manière, c'est une réalité depuis, des années et c'est compliqué. Mais on voit bien que c'est quelque chose aussi qui s'est généralisé. On le sait que c'est quelque Mmh. chose qu'on vit et les classes moyennes et même les classes moyennes supérieures, en réalité, vivent tellement ces tensions-là, qu'on peut tous s'avouer qu'en effet, on vend quelque chose Mmh. aussi parce qu'on a envie de récupérer un peu d'argent. C'est aussi ça qui doit c'est aussi ce rapport, je trouve, à cet acte de Mmh. consommation qui évolue, et ses motivations. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a pas de jugement de valeur, hein, dans tout ça. Il Non, non. faut surtout pas il faut et puis pour les marques, évidemment, il faut pas s'inscrire dans dans tout ça. C'est le consommateur, il est complexe, il se décomplexe et voilà, il faut vivre avec ça. Je pense notamment, justement, sur ce potentiel, mépris de classe, en fait, en réalité, qu'on pourrait avoir d'un œil, extérieur, est très vrai sur, une marque dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est Shein. Mmh. Et plus globalement, cette ultra fast fashion, on pourrait aussi parler de Temu et puis en réalité, on va pas oublier aussi tous les acteurs, que sont Amazon et autres qui Mmh. participent tout de même, grandement à cette consommation low cost, liée à, ou non, au fashion. Comment ça se développe? Quelle place ça a? Parce qu'on en a beaucoup parlé médiatiquement, ces derniers temps. Alors, dans l'explorateur, effectivement, on a un volet, dédié à ça. Là également, c'est un des éléments, hein. Aujourd'hui, on assume le fait d'acheter sur ces sites-là, à certaines occasions pour certains ou parfois par contrainte, mais Mmh. aujourd'hui, c'est 46 des Français qui, nous déclarent avoir, au cours des 12 derniers mois, acheté sur, un site de fast fashion ou de production, étrangère, de masse, avec des différences, hein, Constant, si vous vous rappelez nos 6 Mmh. personnages, Constant, il y est pas souvent allé, alors que Clara, qui est la militante engagée, est celle qui y va le plus, hein. 84 des Clara ont déjà acheté sur un site de ce type-là. Donc, cette ambivalence, elle est bien très fortement présente, mais c'est c'est, heu, c'est assumé dans le enfin, aujourd'hui, c'est plus une honte de dire, voilà, j'ai Mmh. acheté sur ces sites-là, c'est assumé. Mmh. C'est pour ça ce rapport, cette notion décomplexée et d'assumer et avoir des convictions et en même temps, bah, devoir Mmh. faire face à une réalité. J'ai l'impression devient quelque chose d'assez généralisé. On le Mmh. voit, c'est il y a plus de tensions sur certains profils naturellement, ceux qui ont plus de tensions économiques, mais ça se développe beaucoup. Face à ça, justement, quelle est d'abord la perception des marques? Là Mmh. aussi, c'est des choses que vous évaluez, comment elles sont, accueillies ou la place Mmh. qu'elles peuvent avoir dans la décision d'achat? Alors, effectivement, ça, c'est un point qu'on mesure tous les ans et puis pour, ceux qui sont des habitués de l'explorateur, on avait beaucoup mis en avant le fait que la notion de marque était en recul, post-covid sur les années 2022-2023, montée de l'inflation, la notion de marque et de est-ce que la marque est un élément de référence dans mon comportement de consommation? Ça c'était passé un petit peu en sous-jacence et là, en 2025,
la marque redevient un élément, important dans l'acte de consommation. Alors je suis toujours un peu prudent aussi par rapport à ça parce que c'est facile quand enfin, vous êtes derrière votre ordinateur, vous répondez à une enquête, et vous dites: «Bah oui, la marque, c'est important dans mon quotidien», puis finalement dans la réalité de votre comportement de consommation, ça peut être un petit peu différent. Oui, puis le propre de la communication justement, c'est on sait que c'est pas toujours si évident que ça en réalité de rendre conscient un choix et de justifier un Mmh. choix et bon, Mais quand même, dans les différents univers de consommation qu'on regarde, la marque a repris de la force, de la vigueur. Par exemple, dans les produits cosmétiques, c'est devenu, le parce qu'on demande en fait mmh, quelles sont les motivations quand vous choisissez un produit dans différents univers. Dans la cosmétique, c'est la marque avant la composition. C'est la première fois qu'on voit la marque qui reprend le dessus par rapport à la composition même, du produit. Là où ça va être un petit peu moins présent, c'est, dans l'alimentaire. On n'a pas retrouvé le poids de la marque comme ça pouvait être avant, mais dans l'habillement, dans l'équipement de la maison, c'est redevenu très présent. Alors j'ai pas forcément cité beaucoup de chiffres pendant notre échange, non, mais mais parce que derrière, et je me contrains, hein, c'est uniquement pour je sais bien, je t'ai même pas fait détailler ouais, l'intégralité de la méthodologie de non, non. recueil des données, ni rien du tout, je sais, là-dessus. Mais C'est quand même merci pour ça. juste, par rapport au poids de la marque, dire que 55 des Français, disent déclarer prioriser la notion de marque dans leur achat, contre 31 en 2024. C'est juste pour vous montrer quand même que Ouais. l même si on sait qu'il y a des biais dans ces différentes mesures, un tel gap montre bien que, cette notion de marque est très présente. Et d'ailleurs, on en a 79 qui nous disent qu'à l'avenir, ils seront plus vigilants sur cette, notion-là. Donc ce Mmh. que ça veut dire, c'est que on l'a vu, hein, l'environnement il est complexe, il y a plein d'ambivalences. Enfin, pour les marques, c'est aussi le rôle est encore, d'autant plus, compliqué puisque elles doivent finalement intervenir comme un tiers de confiance et elles doivent assumer une part du désengagement, de conviction dont fait preuve le consommateur. Et ben ce désengagement, il est reporté vers la marque et donc c'est ça où ça devient compliqué pour elles parce que, heu, il faut il faut assumer ce comportement, hédoniste et l'accompagner sans trop culpabiliser. Donc c'est se trouver ce juste milieu, d'accompagnement du consommateur dans son ambivalence. Tout à fait. En tout cas, ce qu'on voit donc, c'est que la marque est un repère, assume son rôle, est attendue là où on pouvait, craindre avec la montée de l'inflation un peu une banalisation finalement et le fait que le moins cher Mmh. l'emporte pour, une majorité de Français. Ça reste sur de nombreux segments, quand même un critère d'achat, important. Ça me rassure beaucoup en tant que communicant, mais je pense que ça rassurera aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent. Mmh. Et enfin, j'ai une dernière question, puisque la fin de l'année arrive et donc tout le monde va me demander les tendances 2026 et donc généralement je dis que je reviens vers eux et je te demande, alors donc quelles sont pour toi un petit peu les perspectives d'avenir en matière de Mmh. consommation? Alors, j'avais peur que tu me poses la question. Bon, bah, maintenant je suis obligé d'y répondre, c'est Et ça? voilà. Ouais. Donc on l'aura compris, en fait, 2025, ça montre bien que le consommateur est compliqué, que finalement, c'est pas avant il s'adaptait, aujourd'hui c'est pas tant qu'il s'adapte, c'est qu'il adapte ses valeurs à ses envies. Donc une fois qu'on a dit ça, je dirais qu'il y a aucun outil prédictif, qui serait en capacité de dire quelles vont être les grandes tendances de 2026. Ça reste, très compliqué. Hem, on on voit quand même que depuis 2024, cette notion, de différence entre profils et surtout d'assumer ce sentiment d'être, ambivalent et d'être multiconsommateur en étant une seule et même personne va être encore plus présent sur les années à venir. Ça va être beaucoup plus assumé. Tu évoquais, aussi, bah, un contexte géopolitique, ce qui se passe, outre-Atlantique, l'arrivée le wokisme plus présent. Enfin voilà, donc il y a plein de choses qui montrent que, ce sera voilà, ça va être de plus en plus, distendu en termes de comportement et il va falloir accompagner ces ambivalences de façon de plus en plus importante et donc nous, on n'a pas l'outil miracle pour répondre à ça, je pense que ça n'existe pas, mais que par contre pour accompagner les marques, ce qu'on a fait, c'est qu'on a
on s'est dit: «Bah, tiens, ce serait intéressant d'interagir avec les personas» puisque eux-mêmes, racontent des histoires différentes et vivent eux-mêmes des choses très compliquées. Eh bien, donnons leur vie et puis interagissons avec eux et donc c'est pour ça qu'on a créé, des les personas version IA donc pour, ceux qui nous écoutent et qui voudraient en savoir plus, voilà, on tient à leur disposition la version, avatar IA, des personas et donc il faudrait peut-être tout simplement poser la question, à Patrice, à Clara, à Constant de qu'est-ce qu'ils vont faire en 2026? Eux seront en capacité d'y répondre. Donc là, ce sont des bots avec lesquels j'ai eu le plaisir, en Mmh, effet, d'interagir. Donc ce sont tes 2 personas mmh, préférés, mmh. en effet, sur lesquels on peut directement leur poser des questions. Sans rentrer trop dans le détail, peut-être quand même qu'on détaille un tout petit peu, comment ça fonctionne. Mmh. Donc derrière, c'est nourri par l'explorateur, donc par des données, quantitatives, mais pas que, je crois. C'est ça, pas que et aussi qualitatif. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est que donc on a créé ces personas et après on les a documentés, donc on est en capacité, d'alimenter des agents IA, différents agents et qu'on va administrer ensemble et pour dire, par exemple, qui est Clara, ce qu'elle pense, ce qu'elle vit, donc à travers un certain nombre de descriptifs et en parallèle, on est allé rencontrer des vrais Clara et on leur a posé plein de questions, donc un guide d'entretien qualitatif. Pour aussi comprendre comment elles parlent, quel est leur vocable, comment elles, voilà le rythme de la voix, comment elles s'expriment et ce qu'elles pensent sur plein de sujets autour de la consommation, mais pas que et tout ce corpus d'informations, on l'a injecté dans des modèles, d'appréhension de tout ce corpus de verbatim pour générer des avatars, IA. Donc on peut interagir avec eux soit par le biais d'un bot vocal ou d'un chatbot et puis on peut aussi soumettre des propositions. C'est-à-dire qu'en tant que marque, je veux, m'adresser à une segmentation de population et je voudrais tester, un concept, de communication donc bah, je peux faire des pré-tests, avec mes personas et leur demander ce qu'ils en pensent. Ça, tu sais que d'un côté, ça me plaît, d'un côté, ça me terrifie forcément, mais Forcément. en effet, la proposition de valeur est vraiment intéressante du fait justement que ce soit, pas simplement une IA qui vient synthétiser une étude et ressortir des données d'études comme pourrait le faire, un notebook LM par exemple, mais qui est vraiment une compréhension plus fine et qui est aussi vraiment des données, sensibles dans le sens humaine ici, intégrées. En effet, j'invite chacun Mmh. à aller tester ces personnes IA, sous peu et à Alors contacter Moai. peut-être juste pour te rassurer, après moi je suis conscient du biais cognitif, apporté par tous ces outils-là et donc ouais, moi je suis un fort adepte, du grand changement et pas du grand remplacement par l'IA donc il faut savoir l'utiliser à bon escient et se dire que c'est un challenge intellectuel. Je challenge, des choses avec cet avatar IA, mais en aucun cas ça vient remplacer, le la Non, pensée et l'intelligence du communicant. non, mais je pense justement à, tu sais, aux entreprises qui, de manière un peu symbolique et parfois un peu pompeuse, je trouve, mais l'idée est bonne, tu sais, ont mis une chaise pour la chaise du Mmh, client aux mmh, réunions. Je le vois un peu comme ça, en fait. C'est-à-dire pas dans le sens où ça vient remplacer la parole d'un professionnel, mais ça vient apporter une voix qui, mmh, justement, d'ailleurs, n'a pas l'expertise des personnes autour de la table et peut avoir, du coup, un regard mmh. parfois, un peu candide ou biaisé sur les choses, mais qui vient quand même apporter une voix en plus autour de professionnels qui peuvent avoir leur biais. Je trouve que rien que pour ça, en tout cas, pour moi, ça a été un usage pertinent. Bon, et étude donc pour faire un petit Ouais, test sur ce sujet, Personne IA sur lequel, je pense qu'on sera amené mmh. à en parler davantage, prochainement. Merci beaucoup, Hervé. C'était un plaisir, c'était riche Merci de ton accueil. et puis, bah, vivement l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette UV. Vous pouvez retrouver Hervé chaque année quasiment, les années passées et surtout tous nos autres UV sur thelinks.fr. À bientôt.